à une déferlante. Une déferlante, c'est celle du trafic de drogue et notamment de la cocaïne qui aujourd'hui n'épargne plus aucune région française, plus aucune catégorie sociale. Pour en parler ce soir avec nous, Mathieu Boisseau, bonsoir. Vous êtes un visage bien connu de nos téléspectateurs, grand reporter à notre rédaction au service enquête reportage, et vous avez donc fait une enquête édifiante sur l'état du trafic de cocaïne en France. On va en parler évidemment avec les extraits de vos reportages. Christophe Miette, vous êtes toujours avec nous, commandant de police. Vous êtes secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Et à vos côtés, Nicolas Pris, bonsoir, président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Alors, on va tout de suite voir sur le terrain à quoi ressemble cette déferlante de cocaïne. Je crois qu'il y a à peu près 1 million de consommateurs revendiqués en France. Ce sont que des chiffres peut-être moins disants. La réalité est peut-être encore supérieure. En tout cas, tout de suite, on va voir un premier extrait quand vous avez rencontré, je crois, une consommatrice qui est aide-soignante. Donc, on va bien voir que ça touche toutes les catégories socio-professionnelles et qui consomme même de la cocaïne sur son lieu de travail. On regarde. Vous l'aviez tourné avec Thomas Donzel et Lou Cricorian et on en parle juste après. Stéphanie achète de la cocaïne toutes les semaines et ne peut plus s'en passer. Là, il y a environ un demi-gramme. Cette mère de famille accepte de témoigner pour montrer que cette drogue n'est plus celle du show business, mais de monsieur et madame tout le monde. Stéphanie est aide-soignante et dépense toujours plus à cause de son addiction. Ça peut aller de 200 € par mois. J'ai déjà été dans des périodes où je suis montée à 600. Et vous avez des revenus de combien à peu près ? Alors environ 1900 net. Je savais que c'était très addictif, mais je pensais pas à ce point-là. La cocaïne, Stéphanie l'a découverte lors de fêtes avec son ex-compagnon. Elle en prend maintenant seule chez elle, en pleine journée, dans son petit village, parfois au travail, à l'hôpital. Ça stimule, ça réveille, ça coupe la faim aussi. Ça m'aide à tenir la nuit, quoi. Et au travail, comment vous avez fait ? Aux toilettes. Et vous n'avez pas eu peur de ne plus être dans votre état normal ? D'un côté, j'étais un petit peu reboostée pour finir ma nuit. Et de l'autre, je culpabilisais quand même. Incroyable témoignage, Mathieu, parce qu'en fait, il est très banal. Est-ce que c'est ça, Mathieu, ce qui vous a surpris dans votre enquête, c'est que d'aller comme ça dans des catégories socio-professionnelles très vastes. On a toujours, les téléspectateurs qui nous regardent se disent peut-être oui, la cocaïne, on a l'image du monde de la télévision, des médias, du cinéma, de la musique. Là, non. Oui, moi aussi, je pensais ça aussi. Je pensais que la cocaïne était encore une drogue, non pas de niche, mais en tout cas de certaines catégories socio-professionnelles. Et j'ai été très surpris par la variété des profils. Dans mon reportage, donc, j'ai rencontré une aide-soignante, un commercial, un ouvrier, conducteur d'engins sur des chantiers qui habitait dans un petit village du Lot, en campagne, qui est décédé d'ailleurs d'une overdose. J'ai rencontré sa famille, mais j'ai aussi échangé avec des étudiants, une vendeuse en prêt-à-porter, une enseignante même. Bref, aujourd'hui, la cocaïne, oui, elle touche tous les milieux. Et je crois d'ailleurs, Nicolas Pris, vous allez nous en parler, mais je crois d'ailleurs que l'hôtellerie, la restauration sont particulièrement touchés par la cocaïne. Est-ce qu'il y a une bascule ? Est-ce que ça, c'est nouveau ? Ou est-ce que là, on redécouvre la Lune ? Non, la cocaïne, ça fait belle lurette qu'elle a dépassé les studios de production ou les plateaux de cinéma. Je pense qu'on peut situer cette évolution à l'échelle d'une dizaine d'années. Mais c'est vraiment maintenant partout, tout le monde. Et en particulier, je trouve que l'extrait que vous avez montré le montre bien. D'abord, on consomme plutôt en milieu festif. Mais là aussi, c'est plus simplement les fêtes alternatives ou les fêtes très très confidentielles de milieux parisiens favorisés. C'est la fête de monsieur et madame tout le monde. On commence là pour se booster, tenir, faire la fête longtemps. Et puis ensuite, elle le dit, la dame, on fait ça aussi pour le boulot. Parce qu'on a des métiers qui sont difficiles, parce qu'on a des rythmes de vie compliqués. Et petit à petit, on perd pied. Et c'est ça la définition de la dépendance, de l'addiction. Or, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des néo-consommateurs de cocaïne, et ça c'est un des vrais dangers, ne savent pas qu'on peut être dans la dépendance rapidement, très rapidement.
Ensuite, à côté de ça, on a un risque très particulier qui sont les complications aiguës qui peuvent survenir très vite, notamment quand on mélange ce produit-là avec d'autres produits et l'alcool en particulier. Donc là, on est plutôt sur les consommations de nature festive, même si des gens boivent aussi au travail. Et là, ça vous conduit aux urgences directes. On a observé une multiplication par 3 de ce qu'on appelle les recours aux urgences sur les 12 dernières années. Et juste, je précise pour nos téléspectateurs que vous êtes médecin, donc là, vous savez de quoi vous parlez. J'espère. Et en tout cas, aujourd'hui, quand vous avez un homme, mais on peut le voir aussi pour les femmes, 40-45 ans, qui arrive aux urgences pour un syndrome cardiaque ou quelque chose qui est un trouble aigu psychiatrique sans autres antécédents qui peut expliquer cela, on est obligé de penser à la cocaïne. Christophe Miette, est-ce que là encore pour les forces de police, c'est une nouvelle donne parce que j'allais dire auparavant, est-ce que voilà, on pouvait cibler certains milieux, certains réseaux, certaines têtes de trafic bien connues. Là aujourd'hui, non seulement c'est difficile à identifier, mais ça doit aussi être j'allais presque dire un crève-cœur de voir voilà des Français, monsieur et madame tout le monde, qui travaillent dur et qui font quelque chose d'illégal. Belle lurette qu'on a dépassé le monde du showbiz dessus. C'est vrai que, et ce pour plusieurs facteurs. Vous avez un marché nord-américain qui n'en peut plus. Donc vous avez des trafiquants d'or et des narcotrafiquants qui s'attaquent au marché européen. Vous avez des drogues avec des prix de la cocaïne qui ont chuté ces dernières années. D'où ça peut expliquer aussi un basculement dans d'autres drogues plus dures que le cannabis ou autre. Et je disais, c'est-à-dire que c'est quasiment 2 fois moins cher que ce que ça avec peut être, une pureté qui est vraiment très haute également du produit, donc des addictions et une dépendance très rapide à ce produit. Après, les forces de l'ordre sont là. Elles ont été aidées avec la nouvelle loi de juin, la loi du rein blanc, qui permet d'apporter de nouvelles armes pour lutter contre ces narcotrafics. Parce qu'il faut bien se rendre compte que le narcotrafic, c'est plus la petite délinquance de rue, mais c'est des multinationales du crime qui essaient de gagner des parts de marché dans le monde entier. Alors justement, c'est le deuxième extrait de votre reportage, Mathieu. C'est ce dont vous parliez, la facilité avec laquelle on peut s'en procurer. Et j'allais dire la professionnalisation, parce que je crois qu'il y a quasiment, en 2 clics, avec des applications ou des sites extrêmement fluides et faciles, on peut s'en procurer. On regarde justement un deuxième extrait de votre reportage, Mathieu, et on en discute juste après. Désormais, la drogue est aussi livrée à domicile. Pour s'en procurer, ce trentenaire parisien qui travaille dans la vente n'a qu'à sortir son téléphone. Il a plusieurs numéros de trafiquants. Je file l'adresse. Tu y réponds déjà. Et il me dit d'ici 20-25 minutes, c'est aussi simple que ça. Si je vais acheter des clopes, il faut que je sorte de chez moi, par exemple. Là, j'ai même pas besoin de sortir de chez moi. Après 22 minutes précisément, un jeune homme se présente sur le palier. C'est le livreur, envoyé par le vendeur qui répondait au téléphone. Il porte encore son casque de moto. Quelques secondes de transaction. Benjamin achète de plus en plus de cocaïne, jusqu'à 10 grammes par mois. Et donc voilà ce que tu as pour 60 € à Paris. Et ça, c'est 1 gramme ? Oui, exactement, c'est ça. Et ça va vous faire combien de temps ? La soirée ? Le prix moyen n'a jamais été aussi bas en France. Dès qu'il ressent l'envie, Benjamin sait qu'il n'aura pas à attendre longtemps. C'est des facteurs qui font que c'est plus facile de consommer et que du coup, tu peux consommer plus. Ouais. Mathieu, ça aussi, ça vous a surpris? Alors, c'est pas nouveau, hein, on a toujours entendu parler justement de livraison par téléphone, notamment de cannabis. Voilà, ça existe depuis longtemps quand même. Est-ce que ça, c'est relativement nouveau, cette facilité d'achat en ligne, quasiment comme sur Amazon, pour se faire livrer de la coke? Oui, c'est une bascule qui s'est faite notamment à partir des années Covid. Et puis, il y a aussi le fait que la drogue arrive en telle quantité très importante sur le territoire français que finalement les réseaux entrent en concurrence les uns les autres et donc ils doivent d'une certaine manière perfectionner leur mode de distribution. On en vient à parler un peu comme s'il s'agissait de grande distribution ou de commerce légal, hein. Pas du voilà, mais c'est vraiment cette idée que ça donne. Donc on a des réseaux. Moi j'ai été stupéfait de voir que en prétendant être à
à Béziers, je pouvais me faire livrer par des trafiquants qui me répondaient en disant qu'eux étaient basés à Lille ou à Paris. J'ai donné tout un tas de villes comme ça. Alors que le maillage, c'est pas ça, ce que vous filmez, c'est pas du tout que des grandes villes. Dans ce que vous disiez, il y en a. Voilà, le maillage territorial, il est parfait. Cette séquence a été effectivement filmée en région parisienne, mais j'aurais pu la filmer. Je cite ces exemples: Reims, Pornic. C'est des villes que j'ai données lorsque je me suis fait passer pour un client en envoyant des messages aux trafiquants, et on m'assurait globalement que dans la demi-journée, parfois même dans l'heure, je pouvais être livré. Ces réseaux sont très hiérarchisés, très structurés. On envoie un message, on a une réponse en moins d'une minute. Et donc, effectivement, il est aujourd'hui plus facile, plus rapide de se procurer de la cocaïne que certains produits de consommation classique. Christophe, le narcotrafic, à l'heure actuelle, touche plus de 80% du territoire. Il ne touche plus seulement les grandes métropoles. Et c'est vrai, depuis les années Covid, ça a été rappelé, on a une ubérisation de l'offre avec des livraisons à domicile, avec une fidélisation aussi du client, comme si c'était des produits somme toute classiques. Ce qui me marque dans le reportage, justement, je suis intéressé par votre réponse, Nicolas Pris, c'est vous disiez, voilà, la personne qui achète 60 grammes, ça va lui faire la soirée. Vous disiez que le prix a baissé, mais enfin, c'est quand même un coût dans le portefeuille mensuel, si c'est ça tous les jours ou tous les 2 jours. Enfin, Oui, c'est effectivement aussi une des conséquences de l'usage de drogue, c'est que ça met les personnes dans des situations 1 gramme pour 60 €, pardon. Financières potentiellement difficiles. Mais les réseaux criminels sont malins. Ils acceptent de vendre désormais au demi-gramme pour attirer le client les premières fois. Vous créez la dépendance avec un demi-gramme. Un demi-gramme, 25-30 €. À 2, vous faites un bout de soirée, puis vous recommencez, etc. Vous rentrez dans la clientèle de ces réseaux criminels, vous rentrez dans la dépendance petit à petit, et ensuite vous allez consacrer de plus en plus de vos moyens à cela. Mais je reviens sur ce que vous disiez, l'ubérisation, les ventes par des réseaux sociaux. On a aujourd'hui des réseaux criminels d'une telle puissance financière qu'en termes d'innovation technologique, je parle sous votre contrôle, mais il faut ramer derrière. C'est extrêmement compliqué, et les moyens que doit mettre l'État, que doit mettre la police, la gendarmerie, la douane, la justice, pour essayer de contrer des trafiquants qui ont une telle assiette financière et font un tel niveau d'investissement, au point d'ailleurs, s'agissant de la matière première, d'accepter de perdre des containers entiers. On s'en fait prendre un, mais derrière, c'est considérable, la puissance et la violence. Je vous prends au mot parce qu'il y a quelques semaines, ici même sur ce plateau, on avait consacré une émission aux moyens technologiques des narcos. Parce qu'il y a quelques années, j'avais fait une mission en Colombie sur les sous-marins des narcos. Ils commencent à traverser l'Atlantique. Et c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'ils nous expliquaient, les forces colombiennes, mais que de toute façon, même construire un sous-marin qui va coûter des millions et des millions d'euros, eu égard aux centaines de millions d'euros de marchandises qu'ils transportent, enfin, le coût de cette technologie est minime par rapport aux gains qui sont énormes. On va voir un troisième extrait de votre reportage, Mathieu, parce que on parlait justement du cannabis. Vous avez rencontré un dealer qui lui est passé du cannabis à la cocaïne, tout simplement parce que c'était plus rentable ou plus simple. Bon, on va l'écouter et puis vous allez nous expliquer tout ça. La coke, c'est tout petit, ça rapporte plus. Donc c'était simple. Et c'est discret. Le mec, il va taper chez lui dans les toilettes, en boîte ou quoi. Le shit, il va le fumer dans la rue, il va le fumer dans sa voiture. Ça sent, les voisins, ils vont... C'était ça, moi, en fait. Lui ne dépendait pas d'un réseau. Il se rendait disponible 24 heures sur 24 pour garder sa clientèle face à la concurrence. Je travaillais à mon compte. Ça veut dire, j'ai un contact, il me donnait mon paquet, je récupérais mon paquet, soit il me le faisait livrer, soit j'allais le chercher. Et je faisais, du vrac. Comme quand tu vas au supermarché, les clients, il avait 60 €, il avait 100 €, il avait 80 €, il avait 150 €. Je calculais avec ma calculette et j'ai coupé au fur et à mesure ce qu'il avait besoin. Mais ça pouvait me rapporter entre 6 000 et jusqu'à 15 000 € net par mois. De bénéfices nets, je parle. Voilà. Dans son casier judiciaire, une vingtaine de condamnations en tout genre. Il porte un bracelet électronique pour des violences. Mais pas d'arrestation pour la cocaïne. Il dit avoir tout arrêté l'an passé. La vente est passible de 10 ans de prison. La consommation, 1 an de prison. Moi, j'ai niqué la vie à plein de gens. J'ai fait couler des gens, des couples.
J'aurais tout pris, hein, tout leur argent. Est-ce que vous regrettez, ne serait-ce qu'un peu ? Je regrette pas. Alors, avant d'aborder un autre thème, on va d'abord parler de la manière dont cette cocaïne arrive en France, parce que je crois que les plus gros pays producteurs, c'est donc la Colombie, le Pérou, je crois. La Bolivie aussi. Bolivie. Donc ça arrive quoi ? Par voie forcément maritime ou par avion ? On sait qu'il y a des gros problèmes de corruption aussi dans les ports, pas qu'en France, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on sait de la route de la drogue ? Alors actuellement, au niveau de l'Europe et plus particulièrement pour la France, vous avez tous les dom-toms qui sont proches de l'Amérique du Sud, où là vous avez énormément de mules, de personnes transportant de la drogue en L, qui prennent soit l'avion, soit d'autres moyens de transport. Et ça vous avez des dizaines et des dizaines de personnes. Et les moyens de l'État étant limités, vous avez une impossibilité de tout contrôler. Et parce que les dom-toms, c'est déjà l'Europe. C'est déjà l'Europe, c'est la Guadeloupe, Martinique, c'est la France aussi. Donc vous avez beaucoup de personnes qui prennent l'avion pour la métropole ou autre en transportant de la drogue, mais vous avez peu de contrôle aussi par manque de moyens. Donc là, avec la nouvelle loi de juin 2025, des contrôles et un focus particulier a été mis sur ces dom-toms pour essayer d'endiguer ce phénomène avant l'arrivée sur la métropole. Nicolas. Non, peut-être rajouter un mot sur la majorité de l'approvisionnement de la cocaïne en Europe et en France singulièrement, c'est quand même le trafic maritime, essentiellement. Les volumes sont beaucoup plus grands. Tout à fait, oui. Il y a aussi ce type de passage aérien, un peu moins par fret express ou postal, parce que la cocaïne s'y prête un peu moins, néanmoins, ça peut arriver, mais sachez qu'à la cocaïne, on peut lier très vite la question des drogues de synthèse, des petits cachets, qui sont à peu près du même effet et qui, eux, fonctionnent très très bien sur les grandes plateformes, les grands hubs logistiques de fret express et fret postal. Vous recevez ça dans des enveloppes assez discrètes. Et là aussi, c'est un tel volume à contrôler que c'est extrêmement compliqué. Mais je rejoins mon voisin sur la position très particulière, stratégique des Antilles, de la Guyane, porte d'entrée de l'Europe, du territoire français, zone de rebond, on dit, et une partie du contrôle doit vraiment s'exercer là, en amont, qui plus est pour protéger ces territoires qui eux-mêmes sont très déstabilisés aujourd'hui par la présence des narcos. Alors, Mathieu, vous avez vu, je crois, une saisie. Il y a des saisies, évidemment. Tout ne passe pas au travers des mailles du filet, mais vous avez vu une saisie à Hendaye, je crois, qui était importante. Les douaniers nous ont informés d'une saisie très récente, même 2 saisies, puisque coup sur coup, en l'espace de 3 jours, ils ont intercepté 2 camions qui transportaient à eux deux 622 kilos de cocaïne. On est donc sur une saisie quand même très importante. Ce sont 2 camions qui venaient d'Espagne, qui officiellement transportaient du lait. Et regardez ces images, regardez ce que les douaniers sont obligés de faire pour d'abord découvrir la cocaïne, puis la sortir. En fait, là, ils sont en train de désosser le camion, c'est-à-dire d'enlever le plancher, parce que la cocaïne était cachée sous le plancher. Donc, imaginez la complexité, les moyens trouvés par les trafiquants. On parlait tout à l'heure aussi du transport maritime. Comment faire pour contrôler des milliers de conteneurs sur une seule embarcation? Bref, c'est selon la formule consacrée, chercher l'aiguille dans la botte de foin. D'où l'importance, du renseignement. Si vous êtes comme ça face à un monceau de containers, que vous n'avez aucune information, effectivement, là, on est vraiment dans l'image que vous venez d'indiquer. Tout le travail qui s'organise davantage aujourd'hui, c'est la communauté du renseignement pour pouvoir avoir de l'information en amont et savoir quel container ou quel groupe de containers ciblés. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, le renseignement, on peut le dire, il fonctionne puisque les saisies atteignent des niveaux records, ce qui veut dire, certes, qu'il y a peut-être plus de drogue qui arrive en France, ça c'est une certitude, mais aussi que les forces de l'ordre font leur travail. Simplement, c'est une tâche qui est colossale aujourd'hui. La question des moyens, Christophe. Alors, la question des moyens est à prendre en compte, mais aussi pour venir aussi, pour expliquer ce phénomène aussi de vague qui a envahi l'Europe. Vous avez aussi tout ce qui est en corruption, tout ce qui est complicité interne dans les ports ou les aéroports, puisque les narcotrafiquants ont des moyens financiers quasi illimités, en jouant en plus avec des meurtres, du chantage, des tentatives d'enlèvement, des séquestrations. Donc vous avez tout un panel criminel qui est à l'appui pour aider cette drogue à arriver en Europe.
Alors, il y a aussi tout un champ qu'il faut qu'on aborde, c'est un peu la question des zones de non-droit, et puis après on ira vers que faire face à cette déferlante-là. On a été très impressionné par un reportage d'une autre de nos reporters, Claire Vérove, il y a quelques jours. Elle était à Rennes, la Bretagne, qui était quand même moins touchée par le narcotrafic de cette violence-là, parce qu'il y a des règlements de compte très violents. Ça y est, la Bretagne est touchée aussi. Elle a suivi un conseiller municipal. Regardez quel est l'état du rapport de force entre un conseiller municipal et puis les dealers du quartier. Alors que nous le suivons vers ce centre commercial, notre arrivée est annoncée par les cris des guetteurs. Attends. Je viens me présenter. Nous ne sommes visiblement pas les bienvenus. Mais après, si vous voulez pas, on s'en va. Il n'y a pas de problème. Je viens de me présenter. Si ça vous pose problème, on s'en va. Les trafiquants nous empêchent d'aller plus loin, alors c'est en caméra discrète que nous filmons. On filme pas des charbonneurs. Les charbonneurs, ce sont les vendeurs de drogue. Nos interlocuteurs ne font aucun secret de leur trafic. D'accord. Ok, on filme pas. On va aller parce qu'en fait, finalement, il y en a beaucoup. Là. Après, on va partir assez rapidement. Je veux bien qu'on nous dise qu'il n'y ait pas de narco-quartier. Je l'entends. Sauf que la réalité de ce qu'on vient de vivre, c'est qu'il y a des narco-quartiers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le business de la drogue et qui disent à certaines personnes, toi tu rentres pas. Toi tu passes pas. Toi tu filmes pas. Alors, loin d'accabler ce conseiller municipal, c'est évidemment une situation pas facile, mais c'est quand même l'illustration de l'impuissance de l'État, là en l'occurrence de la commune. Mais on sait très bien que ça existe, ces zones de non-droit. Et là, mais comme tout, quand j'entends de certaines politiques que l'insécurité n'est qu'un sentiment, pour preuve votre reportage, il y a de l'insécurité, il y a des zones dites de non-droit, la police va partout, mais on va pas se mentir, on ira beaucoup plus casqué ou en plus grand nombre pour pouvoir intervenir dans ce type de quartier. Maintenant, des moyens sont à disposition, des moyens nouveaux, tels que pour lutter contre le blanchiment, la fermeture d'établissements, la saisie, les avoirs criminels à prendre en permanence, avec de nouvelles techniques d'enquête. Et c'est tout ça, ce panel, à mettre en œuvre pour pouvoir endiguer ces phénomènes par la justice, avec une justice beaucoup plus rapide et un parquet qui est dédié maintenant. Nicolas Pris. Il se trouve qu'on coopère avec la ville de Rennes sur le sujet particulier de l'implication des mineurs dans ces trafics. On accompagne 30 collectivités aujourd'hui qui sont des terrains sur lesquels effectivement non seulement il y a des emprises sur les quartiers, des difficultés telles que celles que vous avez montrées, mais derrière ça, il y a des jeunes depuis 10, 11, 12 ans qui ont vécu toujours dans ces quartiers pour lesquels le trafic est normalisé, si j'ose dire, qui sont par ailleurs en échec scolaire, qui n'ont pas d'autres perspectives, qui ont des familles soit déficientes, soit en difficulté, et qui rentrent dans le trafic comme si c'était la voie naturelle pour passer la fin de son adolescence et la vie adulte. Donc là, on met en place avec ces 30 villes des programmes, des composantes éducatives, sociales, judiciaires, de la prévention, mais de la prévention pas seulement de leur consommation, mais de leur comportement et de leur risque judiciaire et criminel très fort. Sans du tout avoir, je vous livre un discours défaitiste, mais pour provoquer le débat, mais depuis que je vous écoute depuis le début de cette émission, c'est quand même un énorme sentiment d'impuissance. L'État, on est derrière, il n'y a pas assez de moyens, les narcos ont plus de moyens technologiques, financiers, et les Français consomment. Ça semble être une lutte perdue d'avance. On n'a pas parlé des consommateurs. Et je pense qu'il faut, alors justement, il faut les sur la pénaliser. D'abord, il faut faire la prévention. Il faut d'abord faire de la prévention. Il faut qu'on se mette tous en marche du côté des pouvoirs publics, du côté de l'État, des collectivités, d'un certain nombre d'opérateurs pour adresser les messages que vous relayez parfaitement ce soir, qui sont les messages de dangerosité, de participation finalement en tant que maillon de la chaîne terminale à une organisation qui commence à nous déstabiliser tous, et c'est extrêmement sérieux. Donc je ne sais pas si c'est le mot culpabiliser, mais responsabiliser, avant que l'on soit dans la dépendance. Ça fait longtemps qu'on alerte les jeunes sur les dangers de la drogue, notamment des drogues dures. Voilà, tout à fait d'accord avec vous. À l'époque, il y avait des clips de prévention dans les années 80 pour sécurité routière ou autre, port du casque. Ça fait bien longtemps que vous voyez pas de personnalité publique qui favorite de jeunes qui
qui mettent les moyens pour faire de la prévention sur ces jeunes-là. Le narcotrafic, j'allais dire, la guerre contre et la lutte contre le narcotrafic ne se joue pas que dans les tribunaux, ça se joue dans les quartiers, dans les écoles, c'est de l'éducation, c'est de l'instruction également. Et là, il doit y avoir une volonté politique, mais c'est un enjeu de société et les personnalités publiques aussi doivent s'investir auprès de ces jeunes. Et à l'heure actuelle, vous avez l'apologie de la drogue et du crime dans des clips, vous voyez en permanence à la télé de la violence, de la drogue, et non, la prévention est quasi inexistante. Mathieu? Les consommateurs que j'ai rencontrés dans mon reportage n'avaient pour la plupart, même quasi tous, pas conscience déjà de la dangerosité de la cocaïne, de ces dangers sur la santé. Alors certes, il suffit de se documenter pour le savoir, mais souvent ils ne l'ont pas fait. Ils pensent que c'est une drogue, oui, où on peut devenir addict, mais ça ne va pas m'arriver à moi. Ils ne prennent pas conscience non plus, aussi effectivement, que derrière la cocaïne, ce sont les règlements de compte, des assassinats, des vies de quartier où il y a des nuisances terribles. Et donc, parfois en fermant les yeux, ces consommateurs se disent, bon, si c'est pas moi qui consomme, quelqu'un d'autre va le faire à ma place. Des drames aussi dans les pays de production. Hein. Je vous dis, j'ai beaucoup tourné en Colombie. C'est pas tendre, hein. Absolument. Non, mais je rebondis sur ce que vous venez de dire. Nous, on a fait des vidéos qui sont passées en ligne, destinées principalement à la tranche d'âge 18-35 ans. On a réussi, elles ont été vues à 74 millions de reprises en France. On sait que ça ne fait faire qu'un tout petit progrès. C'est-à-dire qu'il nous faut encore davantage investir ce terrain pour effectivement qu'il y ait une prise de conscience, comme vous me dites, des dangers et du positionnement de chacun, tant qu'il a encore son libre arbitre et qu'il n'est pas dans l'état d'une personne dépendante, sur OK, moi, je mets 50 balles là-dedans, dans quelle poche ça va et pour quel résultat dans le quartier. Et dans la dernière minute qui nous reste, je vous repose la question, est-ce qu'il faut plus pénaliser les consommateurs? Ça a commencé, et est-ce que c'est ça la solution? Il faut une balance équilibrée. La répression, oui. Les consommateurs sont des malades aussi. Donc il y a le soin aussi. Qu'on tape au portefeuille, qu'on tape sur ce qui engendre l'argent, qu'on saisisse pour faire du soin, de la prévention et la répression également. Ça doit être un tout. La répression seule n'a jamais fonctionné. Oui, je pense que l'amende forfaitaire qui existe aujourd'hui, à mon sens, c'est pas mal comme base de sanction. C'est combien, rappelez pour nos téléspectateurs? Alors c'est 200 €, 150 € si on paye c'est minoré à 150 € si on paye dans les 2 semaines, je crois. Pour avoir consommé. Hein. Pour avoir consommé, essentiellement sur la voie publique, parce qu'on va pas faire le contrôle à domicile. L'idée qu'il y ait une interdiction sans une sanction est un peu compliquée à admettre aussi. Donc, tant qu'on la drogue reste interdite, qu'il y ait une sanction de cette nature, moi je trouve bien. Mais encore une fois, la question c'est vraiment avant, prendre conscience des risques. Et là, tout le monde est concerné, les parents, l'enseignement, tous les services de l'État, les maires, etc. Et tous les discours qui vont dans le sens d'une banalisation. Parce qu'à une époque, rappelez-vous quand même, vous évoquiez tout à l'heure les médias, on rigolait bien avec ces produits-là, on rigolait bien sur le cannabis, la cocaïne, c'était très sympathique, etc. Et on en faisait un petit peu des blagues en permanence. Aujourd'hui, il faut prendre ça au sérieux parce que la société a un risque de déstabilisation. Eh bien, merci à tous les trois pour ce débat. Merci Mathieu pour votre reportage édifiant. Tout de suite, 22h pile.